Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir invité à vous présenter quelques réflexions sur le rôle de l'Union européenne dans le domaine social pendant et après la pandémie du Covid-19. Je vais essayer de présenter brièvement les principales initiatives que les institutions européennes ont prises pour faire face aux conséquences dramatiques que la crise a déjà commencé à produire. Tout cela dans un contexte politique peu favorable aux interventions supranationales. Les points de départ, en fait, qui ressort de la communauté opinion dans un nombre croissant de pays européens, est que l'Europe n'a rien fait, ou presque, pour faire face à la crise actuelle. Elle ne serait pas intervenue à temps et efficacement, elle n'aurait pas donné des ressources suffisantes aux États membres, elle n'aurait pas pu surveiller ses frontières, tant intérieures qu'extérieures. Et nous verrons comment, en réalité, ces points de vue ne tiennent pas suffisamment compte de principaux instruments réglementaires mis en place au niveau européen. Certains d'entre elles, telles que la suppression des règles de pacte de stabilité et croissance et l'assouplissement de restrictions en matière d'aide d'État, concernent les politiques monétaires et ne relèvent donc pas de notre domaine de compétences. Dans le domaine du droit du travail, on peut ici considérer au moins deux instruments mis en place par la Commission européenne pendant la crise pandémique. Le premier est le règlement SURE et la deuxième est la proposition sur le salaire minimum européen. Eh bien, un instrument qui présente certainement un intérêt est le SURE. L'acronyme signifie Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency. Et donc, c'est un soutien pour atténuer les risques de chômage dans une situation d'urgence. Il est prévu par les règlements du Conseil numéro 2020-672 du 19 mai 2020 et établit un régime de soutien financier aux États membres qui nécessitent son intervention. L'ESSUR est destiné à couvrir les dépenses que les États membres ont dû engager pour l'aide aux revenus des travailleurs salariés et indépendants. Eh bien, un aspect important du règlement SURE est qu'il s'applique sans distinction au chômage partiel et même aux mesures de soutien des revenus des travailleurs indépendants. Cela reflète la même logique exprimée dans le socle européen des droits sociaux, qui énonce un certain nombre de principes concernant le travail indépendant. Le principe numéro 12 sur la protection sociale vise de manière ambitieuse de reconnaître le droit à une protection sociale adéquate à tous les travailleurs et dans des conditions comparables même aux travailleurs indépendants, indépendamment du type et de la durée de leur relation de travail. Mais il y a aussi le principe numéro 4 sur le soutien actif à l'emploi, qui étend de la même manière à toute personne le droit à un assistant rapide et adapté à ses besoins, qui lui permettra d'améliorer ses perspectives d'emploi ou d'activité même non salariée. Et enfin, il y a le principe numéro 14 sur le revenu minimum, qui prévoit que des prestations de revenu minimum adéquates doivent être garanties à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour vivre dans la dignité à tous les stades de la vie. Un accès effectif aux biens et services doit être leur garanti. Comme nous le savons, l'un des résultats immédiats du socle européen des droits sociaux a été la recommandation du Conseil de novembre 2019 sur la protection sociale pour tous, donc pour toutes les formes d'emploi. Avec elle, l'Union européenne appelle les États membres à adopter des mesures de protection sociale pour couvrir certains risques, et notamment les prestations de chômage, les prestations de maladie et de soins de santé, les prestations de maternité-paternité, les prestations d'invalidité et de vieillesse, et les prestations pour accidents de travail et maladies professionnelles. Pendant la pandémie, et venons donc au deuxième instrument, la Commission a relancé sa proposition visant à introduire un cadre européen sur le salaire minimum. Dans une première version, la proposition avait été
ouverte à la discussion avec tous les partenaires sociaux et aux États membres, suscitant un certain enthousiasme de la part de la majorité des syndicats, mais en même temps beaucoup de scepticisme de la part des employeurs et des États nordiques, la Suède en premier lieu, qui voyaient dans cette proposition une menace directe pour leur système de relations industrielles. La question la plus fascinante en ce qui concerne l'idée de la Commission d'agir sur les salaires minimums est celle de la compétence ou de la base juridique. Comme chacun le sait, et selon l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas compétente en matière de droit de grève, de liberté d'association et de rémunération. Certaines interprétations ont suggéré que la Commission devrait contourner les obstacles découlant de l'article 153 en se référant à l'article 175 sur la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle aurait l'avantage de ne pas nécessiter l'unanimité, d'impliquer le Parlement européen qui est normalement plus enclin à intervenir sur les questions sociales. Eh bien, toutefois, le 3 juin dernier, la Commission européenne a lancé la deuxième consultation des partenaires sociaux, conformément aux articles 154 et 155 du traité, avec le but de stimuler leur intervention, y compris la possibilité de conclure un accord à niveau européen. Ça, de façon similaire à ce qui s'est passé dans les années 90 pour les directives sur le travail à temps partiel et sur le travail à durée déterminée. La Commission a décidé de ne pas suivre la voie indirecte de l'article 175, mais de faire référence directement à l'article 153, notamment à la règle permettant à l'Union d'intervenir dans le domaine des conditions de travail, working conditions. Donc, c'est la lettre B du premier paragraphe de l'article 153. Il reste à comprendre comment et si les partenaires sociaux accepteront la proposition de la Commission et donc si ils commenceront à négocier sur le sujet. Dans les cas contraires, il sera intéressant d'observer comment sera traitée la prochaine proposition législative et donc qui sera partagée avec le Parlement et le Conseil. Comme chacun le sait, l'intervention de l'État, ou dans notre cas l'intervention de l'Union européenne en matière salariale, est très délicate à plusieurs égards. Premièrement, il y a le problème de la fixation du niveau de rémunération qui n'entrave pas la reprise économique et donc qui ne freine pas la création d'emplois. Deuxièmement, nous devons respecter les prérogatives des partenaires sociaux qui craignent que leur rôle ne soit réduit tant à niveau macroéconomique qu'à niveau d'entreprise. Et enfin, les effets indirects des politiques salariales sur la demande intérieure, sur la structure de protection sociale et même sur le niveau de pauvreté doivent être pris en compte. Le futur de la recherche en droit social devra se confronter avec le sujet du travail pauvre et confronter ces dynamiques pour évaluer l'impact des mesures législatives sur le risque de pauvreté au travail, qui s'est considérablement accru ces dernières années et qui certainement a été amplifié pour la crise actuelle. Tous ces discours ont été développés sur la base d'une hypothèse que les compétences de l'Union européenne établies par les traités resteront les mêmes dans un avenir proche. Si tel n'est pas le cas, le droit social européen pourra gagner du terrain et montrer de nouvelles orientations, et donc rééquilibrer les pouvoirs et les intérêts exprimés dans les traités. Mais pour l'instant, les deux instruments avalisés de la protection du marché du travail et des salariés représentent les deux domaines les plus importants de la politique sociale à niveau européen. Je vous remercie de votre attention.